Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Caroline, on est très heureux de t'avoir ici, mais bon, d'abord, un, tu es chez toi, et puis deux, tu l'es doublement, puisque tu as été à l'origine comme vice-présidente en charge de la recherche de cette université à l'origine de cette chaire, de la mise en place de cette chaire. Tu as participé et tu es toujours bienvenue au comité de pilotage et au comité scientifique de la chaire, et puis beaucoup de gens ici, évidemment, te connaissent, c'est pas la première fois que tu nous rejoins dans ces cycles de conférences. Alors, pour cette 8e conférence, tu as choisi de nous parler de la guerre à distance, le point de vue des équipages de drones. On poursuit, on file toujours la thématique de cette année sur les problématiques de compétition technologique et de rivalité politique entre les États et voir comment la technologie participe de la modification de la guerre, des conflits et des usages. Malheureusement, on est dans un conflit qui montre que voilà, cette technologie aussi est à l'œuvre. Caroline Molderico est sociologue, elle est chercheure associée d'abord, je crois, à l'IRIS, c'est ça, à l'Institut de recherche internationale, avant ta thèse. Et puis ensuite, donc, voilà. Donc, mais à partir de 2020, tu es chargée de cours, puis maître de conférences à Panthéon-Sorbonne, et puis tu intègres d'abord le département des sciences sociales et aussi un centre qui doit figurer, je crois, le CEDCOPRA, c'est-à-dire sous ce sigle, le Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques, qui est en réalité un centre aujourd'hui dirigé par Thierry Plisson et qui mêle des chercheurs de plusieurs origines, mais beaucoup des philosophes et des sociologues, pour travailler sur les problématiques de la sociologie, des techniques contemporaines, de l'anthropologie des techniques. Toi-même, tu as travaillé beaucoup sur les questions de l'appropriation des dispositifs automatisés. Alors, tu l'as fait dans le cadre des problématiques notamment militaires, des problématiques de défense, mais pas seulement, aussi dans le cadre des problématiques médicales. Je pense à la chirurgie robotique. Et d'ailleurs, tu es co-responsable du groupe de travail Corps technique et société de l'Association française de sociologie. Nombreux articles, c'est un universitaire, donc si on commence à détailler les articles de revue, etc., on va peut-être n'en citer que les derniers. L'article écrit « Quand les hommes respirent sous l'eau et volent dans l'air, technique et culture ». Évidemment, ton ouvrage « Agir à distance, enquête sur la délocalisation du geste technique » qui est paru chez Garnier en 2020. Et puis, aux presses universitaires de France, dans la peau d'un pilote de chasse, le spleen de l'homme-machine aux presses universitaires de France. Et donc, souvent, on s'interroge sur les problématiques liées évidemment à l'hybridation à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. On pourrait même le faire avant, mais c'est vraiment là que l'association entre l'homme et la machine se manifeste le plus. Donc, à l'hybridation entre les hommes, les artefacts, les équipements, souvent d'ailleurs plus comme un élément de démultiplication ou de projection des performances humaines. Et une partie de tes recherches, j'allais dire, c'est l'effet inverse, le miroir inverse, c'est la problématique humaine de ceux qui habitent les machines et comment les évolutions technologiques bouleversent ou influencent sur les questions d'insertion de l'homme-machine, les problématiques de l'ergonomie, par exemple des avions de chasse, que tu connais bien, ou au contraire décalent l'homme de la machine, et c'est la problématique du drone, du pilotage à distance dont on va parler ce soir. Alors je te laisse la parole, tu connais très bien et puis je viens de te les rappeler à l'instant, donc tu ne peux pas les avoir oubliées, les règles de ces séances. À toi le temps à consacrer à ta conférence, 45 minutes, 1 heure, ça va dépendre. Je relance ou on va avoir un petit débat sur telle ou telle question, mais c'est très largement les questions de la salle ensuite, les questions d'internautes, donc je demande à Sacha et à Mathieu de bien penser à les relayer dans leurs questions, les questions des étudiants, puis les questions de tous les auditeurs. Je ne sais pas, je vois qu'il y a des gens là, vous pouvez rentrer, hein, sauf si vous assistez en entrée, il y a de la place. Hein. Bon. À toi, Caroline. Merci beaucoup, merci Louis pour cette invitation à participer à vos travaux. Je suis très contente d'être là et puis parler pendant 3/4 d'heure, une petite heure, c'est très confortable pour un universitaire, ça laisse le temps d'exposer un peu les choses dans les détails.
Je vais donc vous présenter un point de vue de sociologue, de socio-anthropologue que je suis, et une socio-anthropologue des techniques s'intéresse à ce que les techniques font aux humains, aux collectifs humains, en l'occurrence aux équipages d'avions de chasse et de drones. Et ce que je vais vous présenter est très relatif finalement aux deux ouvrages que Louis a eu la gentillesse de citer, celui que j'ai écrit avec Gérard Dubé qui portait sur nos travaux d'enquête dans les escadrons de chasse de l'armée de l'air française, notamment au moment de la mise en service du Rafale, et puis un ouvrage plus récent dans lequel j'ai traité de la question des drones et de la question des robots chirurgicaux, mais évidemment je ne vais retenir que l'aspect des drones ce soir. Ces travaux de terrain ont été faits vraiment avec une méthodologie sociologique très classique, par observation et par entretien. On n'a pas pu faire d'observation participante, je vous rassure. On a mené donc des observations dans les bases aériennes de Nancy, de Dijon, de Saint-Dizier, de Mont-de-Marsan au moment de la mise en service du Rafale, à Cognac pour les drones. Et puis, on a rencontré des pilotes de chasse et des officiers renseignement. On a fait une toute petite observation d'un détachement opérationnel au Tchad. Et c'était très, très riche. Tout ça a été rassemblé, je dirais, dans le courant des années 2000-2015, en gros. Donc, ce n'est pas non plus ultra récent. Et à l'époque où j'ai observé les drones, l'escadron de drones, ils n'étaient pas encore armés. Ils le sont, et ils ont commencé à frapper très récemment. Alors, il est clair qu'être un pilote de chasse, c'est être dans une machine, et que cette phase, ce moment de l'histoire de l'aviation militaire que nous avons observé est un moment où il y a eu un basculement, puisque tous les pilotes ne sont pas devenus sans avion, mais certains se sont retrouvés à piloter des drones. Et en pilotant un drone, le pilote est devenu, il l'était déjà en grande partie aux commandes d'un avion de chasse, mais il l'est devenu encore plus, il est devenu partie prenante d'un grand système technique composé de machines, composé de circulation d'informations et composé d'humains. Et ce que nous avons exploré, eh bien, ce sont les enjeux de ce moment, un moment de tension entre... pour le dire vite, quelque chose qui est en train de se décomposer, des savoir-faire qui deviennent obsolètes, et puis des moments de recomposition autour de nouveaux savoir-faire, de nouvelles façons d'organiser les collectifs, notamment entre pilotes et officiers renseignement. Et évidemment, on se pose la question de quelle place pour les opérateurs dans ce nouveau système socio-technique. Et donc, ce que l'on a tenté avec Gérard Dubé de restituer, eh bien, ce sont les conditions de la guerre technologique vues par ceux qui la font. Et vous allez voir, je vais laisser une grande place aux entretiens. Vous aurez pas mal de verbatim. En fait, pardon pour ce PowerPoint qui a mis un peu de temps à arriver. Je n'en fais jamais. et je me suis dit aujourd'hui, ce serait... ce serait bien de faire un PowerPoint, donc j'ai mis dedans, vous allez le voir, pas mal de verbatim. Avant d'en venir centralement au drone, je voudrais quand même, et pour mettre cette question-là un peu plus en perspective, revenir dans une courte première partie, sur l'ensemble des valeurs qui structurent le pilote de guerre et son engagement dans le combat. L'aguerrissement, c'est un processus à la fois physique et moral, qui est un processus au long cours, et qui vise à transformer des hommes en guerriers, des pilotes en chasseurs. Il faut affronter la peur, faire preuve de son courage, maîtriser son corps et son geste dans des situations extrêmes, et cela est bien sûr au cœur du processus de l'aguerrissement. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier quelque chose que vous savez bien, mais il s'agit quand même, à la fin, de produire l'impensable, mais aussi de rester humain, c'est-à-dire de garder sa place dans la communauté des hommes. Et transformer les hommes en guerriers et les restaurer dans leur humanité participe dans un double mouvement du processus d'aguerrissement.
Le collectif, c'est-à-dire là, ici, en l'occurrence, l'escadron, la patrouille, apparaît comme un régulateur social et symbolique, on va le voir, qui inscrit la guerre comme action sociale et qui régule la violence. Alors, ces données anthropologiques du combat, elles sont nombreuses, je vais en retenir là 3, puisque, et ce sont évidemment un socle de valeurs qui est plus ou moins stable, hein, avec lequel il faut composer, mais qui construit le rapport au combat. La mission opérationnelle va placer les équipages dans une situation matérielle, dans une situation corporelle, émotionnelle, temporelle et sociale qui est hors du commun, hors de la routine, parce qu'aller au combat, cela revient à s'engager dans un rapport singulier et absolu à l'altérité. Mettre son corps en aventure de mort, c'était la définition que rapporte Contamine, et c'était la définition de la guerre au Moyen-Âge. Mettre son corps en aventure de mort. Nous allons l'utiliser comme point de départ parce qu'en effet, eh bien, il s'agit dans la guerre, c'est quelque chose qui change aussi avec les drones, il s'agit de risquer délibérément sa vie et d'attenter à celle de l'autre. Parmi les données anthropologiques qui structurent l'expérience du combat, figurent en premier lieu les moyens qui permettent de juguler la peur, de la dominer, de l'empêcher de se diffuser de proche en proche par contagion, c'est ce qu'on appelle le courage. Quelle que soit la configuration du conflit, la peur constitue une donnée irréductible, propre à la mise en danger de soi, propre au fait de s'exposer au danger de mort. Et là, je vous mets le verbatim d'un pilote qui raconte, je crois que cet entretien-là parle j'en suis même sûre, parle de la première campagne d'Irak. Les causes de la peur peuvent changer. Le risque d'être capturé en territoire ennemi apparaît être plus grand que celui d'être atteint par un missile et détruit en vol. Elle n'en continue pas moins d'être structurante. Et la panne qui conduit à l'éjection puis à la capture, c'est un scénario qui revient presque dans toutes les bouches dès qu'il s'agit d'évoquer avec les équipages ce que l'on pourrait qualifier de pire. La mort n'est rien à côté de la torture et tous ont en tête les mêmes images d'horreur puisées dans les guerres passées du Vietnam, d'Indochine ou d'Algérie. Et c'est un imaginaire qui est par ailleurs largement nourri par le cinéma qui, depuis la fin des années 70, revisite les conflits successifs jusqu'au plus récent. L'éthique du guerrier est largement fondée sur cette mise en danger de soi qui permet de s'élever justement au-dessus de soi-même en affrontant la peur. Le combat est et reste une manière singulière de se rapporter à la mort, c'est un fait de culture qui comprend ses valeurs, ses pratiques et ses représentations. Parmi les moyens mis en œuvre pour dominer la peur, on trouve naturellement l'entraînement, qui permet, sinon de réduire l'incertitude, du moins de fournir un socle solide de comportement comme automatisé lorsque celle-ci redouble. Mais l'entraînement est important dans un autre sens aussi, parce que c'est pendant la phase d'entraînement que les uns et les autres apprennent à se connaître, apprennent à se faire confiance. Et cela nous amène à une autre ligne de défense opposée à la peur, et c'est le collectif. Le collectif n'agit pas seulement comme un moyen, et le conformisme comportemental avec lequel on le confond trop souvent ne le caractérise que très superficiellement. Si la discipline est de règles pour garantir sa cohésion, celle-ci n'a rien de mécanique. Elle n'agit vraiment que si elle est motivée de l'intérieur par un sentiment d'obligation presque morale envers autrui. C'est une expérience particulière du rapport de soi à soi et de soi aux autres. Deuxième élément du socle, il n'y en aura que 3, hein, je vous rassure, ça va aller plus vite. Il s'agit de protéger. La cohésion du groupe, dont on parlait à l'instant, elle est portée par le souci de protéger, et ce souci constitue une expérience unique
qui possède une valeur en soi. C'est la raison pour laquelle l'expérience sociale en opération revêt de fait un caractère exceptionnel que le confinement dans une base ou l'éloignement de ses proches n'explique qu'en partie. Chacun est responsable de tous, c'est-à-dire d'un collectif qu'il ne faut pas fragiliser. Je vous laisse lire, vous avez eu le temps, je pense. Autour de l'expérience de la peur, partagée sans avoir à être communiquée, du temps passé ensemble à attendre, de l'éloignement, se nouent des liens privilégiés, se construisent des rapports de confiance particuliers. Confiance, partage d'émotions, échange de paroles. Le groupe est un espace de cohésion, c'est bien ça, depuis longtemps déjà. Les travaux en sociologie militaire ont beaucoup travaillé là-dessus. Cette cohésion sociale est renforcée en détachement, bien sûr, par le fait de voler en équipage et en patrouille constituée, au contraire de l'entraînement, où les équipages sont constamment mélangés. Et l'esprit de groupe devient, évidemment, durant ces moments de détachement opérationnel, encore plus prépondérant, encore plus important. Troisième élément du socle des données anthropologiques du combat, c'est être reconnu, se distinguer, se dépasser. Parce que le combat, la mission de guerre, c'est aussi presque en tension avec l'importance attribuée à l'expérience collective, c'est l'occasion, un signe de se distinguer, l'occasion de sortir de l'anonymat, de montrer sa valeur propre en réalisant ce pourquoi on a été préparé pendant de longues années. Expérience individuelle par définition, elle ne prend toutefois tout son sens que rapportée au regard d'un public imaginé. Aller au combat revient dès lors à entrer dans une arène, à devenir visible lorsque l'attente et l'entraînement vous maintenaient dans l'ombre. Il s'agit bien alors de la reconnaissance que confère le sentiment d'être vu, de se détacher du commun des mortels, comme c'est le cas dans les compétitions sportives. Et je vous cite un autre verbatim qui n'est pas affiché là, mais c'est tout à fait bien la signification de la métaphore footballistique mentionnée dans cet entretien que je vais vous lire. Tout au long de l'année, finalement, vous ne faites que vous entraîner. Votre rêve, c'est de rendre service et de faire votre métier. Imaginez une équipe de foot qui ne fait que de l'entraînement et aucun match. C'est très, très, très frustrant. Moi, c'était effectivement mon rêve de faire une opération réelle et d'apporter quelque chose, et je l'ai fait. Il s'agit, à proprement parler, d'une expérience extraordinaire, telle qu'il est raconté dans les récits, d'un temps qui rompt avec le cours normal des choses, un affrontement avec soi et sa propre peur, on l'a vu tout à l'heure, source d'excitation et grand producteur d'adrénaline. Et lorsque les pilotes en parlent, c'est un état presque irréel qu'ils décrivent, où les émotions rivalisent avec le sentiment d'une profonde transformation de soi, un état de liberté, de quasi-toute-puissance, qui a beau être éphémère, il constitue pourtant le point d'orgue de la carrière du pilote. C'est le moment aussi où la tension accumulée pendant toutes les années d'entraînement, de formation et d'attente se relâche. Vous montez, au moment où vous êtes dans l'avion, quel que soit votre état avant, vous êtes Superman. Le sens du combat est défini en dehors du moment même de l'action. Bien en amont, tout au long du cursus de formation puis d'entraînement d'un pilote de combat. Et les récits qui nous sont donnés montrent une véritable mise en tension dont l'intensité va augmenter graduellement, mise en tension qui conduira le jour J l'homme à effectuer le geste de tirer comme il l'a fait maintes fois avant à l'entraînement et à séparer ce jour-là l'enchaînement des gestes et actions nécessaires de la signification politique de celui-ci.
partir en opération, effectuer des missions de combat apparaît à la quasi-totalité des équipages que nous avons rencontrés comme l'aboutissement logique d'un processus qui conduit à désirer finalement l'expérience du combat, parce qu'elle seule peut donner in fine un sens à tout ce qui a précédé. Voilà ce que dit ce pilote. Finalement, je me sentais employé pour ce à quoi j'avais été préparé depuis le début de ma carrière. Cette construction très graduelle, très progressive, pas à pas, comme disent certains, vise à, selon nous, et nous avons fait cette hypothèse, Gérard Dubé et moi, vise à conduire les équipages à trouver la bonne distance. La bonne distance, c'est celle qui leur permettra de légitimer leurs gestes. La bonne distance semble être celle qui, à la fois, rend l'action possible et, comme je le disais tout à l'heure en introduction, ne déshumanise pas son auteur. C'est une tension que chacun va devoir apprendre à gérer. Et c'est au fond peut-être et surtout à cela que se consacre l'institution qui fabrique des équipages de combat aérien. Tous les moments, depuis le premier jour de la formation, participent de ce processus dont les équipages sont largement conscients. Alors, je passe un peu des choses parce que je n'ai pas l'heure, mais je trouve que ça passe vite. L'une des particularités du métier de pilote de chasse, et cette particularité contribue encore à le doter d'une certaine aura auprès du public, cette particularité, c'est sa capacité à maîtriser la puissance machinique. Il n'y a rien qui va plus vite, plus fort qu'un avion de combat. Et je voudrais en venir à ce moment de basculement que j'ai évoqué en introduction, où les pilotes passent aux commandes non plus de cette machine tellement puissante dont on vient de voir comment ils étaient formés et ce à quoi ça engageait comme représentation et système de valeurs. Ils deviennent des opérateurs de drones. Pas tous, mais certains, en tout cas, entrent dans l'escadron de drones et, pour des raisons qui sont parfois propres à leur carrière, décident de passer quelques années aux commandes d'un drone. Et la transformation de pilote de chasse en opérateur de plateformes téléopérées, au début on ne disait pas des avions, on disait des plateformes. Le vocabulaire a changé, je n'ai pas trop le temps de vous parler de ça, mais c'est un point sur lequel on a pas mal travaillé aussi. Eh bien, ça matérialise évidemment un basculement. Jusqu'à présent, la maîtrise de la puissance libérée par les instruments au cours du long aguerrissement, on vient de le voir, et d'incorporation, constituait le cœur du métier de pilote, constituait, on l'a vu aussi dans ses verbatims, sa principale source de plaisir, de prestige et de fierté. Un retournement s'opère lorsque les instruments gagnent en autonomie jusqu'à faire des opérateurs humains, leurs auxiliaires ou satellites. Le sens de l'activité se déplace et se recompose dans la gestion de dispositifs qui imposent pour une part leur logique propre. Cette gestion, d'ailleurs, n'exclut pas complètement le développement de nouvelles habiletés et même une certaine excitation liée à la vitesse d'exécution des tâches. Mais quand même... Ah, pardon, j'ai oublié de vous passer ça. Voilà. Et voilà. Donc on a eu d'abord des Harfang, puis on a aujourd'hui des drones Reaper, comme vous le savez. Alors, oui, je crois que je suis sur cette slide, c'est bien. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément frappée, je ne sais pas si vous l'avez pensé aussi, c'est qu'il est quand même étonnant, mais aussi très significatif, que les drones aient d'abord été désignés par le qualificatif « avion sans pilote ». C'est ce qu'on dit communément. Ce qu'on n'a pas dit, c'est « pilote sans avion ». Ça aurait pu être ça aussi.
La priorité accordée à la machine sur celui qui la maîtrise inscrit bien cette idée vraiment d'un retournement, d'un basculement et d'un monde qui n'est plus anthropocentré. Ainsi, peut-être se réaliserait l'inversion du mythe d'Icare tel que Gunther Anders l'avait pressenti, mais c'est peut-être un peu pessimiste de parler de Anders ici. Rapportées aux réalités historiques et sociales, les choses ne sont pas pourtant aussi simples. Si le développement des drones se situe bien dans le prolongement de l'imaginaire technique d'une délégation croissante de l'action au dispositif machinique, le passage à la réalité n'a rien d'un long fleuve tranquille. La naturalité supposée du processus d'externalisation est sans cesse contredite par les propriétés collectives et sensibles de l'activité humaine. De nombreuses micro-ruptures apparaissent qui figurent comme autant de résistances, même faibles, à la linéarité du récit technicien. Ainsi, la standardisation presque taylorienne des pratiques, avec son découpage fonctionnel, centré sur l'exécution de la tâche, se heurte-t-elle aux identités professionnelles des différents acteurs amenés à collaborer dans le cadre de ces dispositifs. En modifiant les cadres de l'expérience, la pratique du drone ne fait pas que changer le rapport des hommes à leur travail, elle questionne sa traduction dans le registre du sens. Chaque opérateur juge le dispositif et la place qu'il y occupe à l'aune de cette expérience collective sédimentée dans les cultures de métier. Et il y a quelque chose de très important à comprendre avec l'avènement des drones et l'usage des drones, c'est qu'ils rassemblent deux cultures de métier dans un même équipage, la culture de la chasse et la culture du renseignement. Et c'est même l'officier renseignement qui pilote la mission, ce qui est une transformation considérable. Alors, pour explorer quelques-unes de ces questions, on ne va pas complètement faire le tour ce soir, mais pour explorer quelques-unes de ces questions, je voudrais commencer par revenir sur le cœur de l'activité dans cette forme d'action à distance qui consiste dans la surveillance et le contrôle d'une machine. Cela n'est pas nouveau dans le travail, et la sociologie du travail a beaucoup travaillé là-dessus, mais s'ajoute ici à de nouvelles modalités de la reprise en main en cas d'urgence, reprise en main que la distance rend impossible par l'opérateur aux commandes. La sensation d'un lieu homogène rendue par l'immersion trouve alors un point de rupture brutal. Pourtant, les liaisons de données, bien qu'elles assurent la relation entre des points géographiquement distants, ne leur ôtent pas, en effet, une existence locale. Des ajustements sont alors nécessaires et il revient aux opérateurs de les produire. La sociologie du travail, je le disais à l'instant, s'intéresse depuis longtemps aux activités de surveillance et de contrôle qui ont émergé depuis finalement la fin du XIXe siècle, bouleversant les représentations du travail jusqu'alors liées à la dépense de force, à la fatigue, à la peine. C'est Gwenaëlle Roth et François Watin qui en retracent l'histoire en soulignant combien les observateurs, je les cite, les observateurs ont été immédiatement frappés par cette nouvelle figure paradoxale du travailleur dont la fonction est de ne rien faire, tant que la production suit son cours, ou plus précisément de rester vigilant, c'est-à-dire de s'assurer que la production suit bien son cours. L'immobilité du corps serait devenue la caractéristique du travailleur, tandis que son attention doit être maintenue en éveil. Ces constats sont désormais bien connus, bien documentés, et il y a de nombreux travaux sur la vigilance, sur le facteur humain, mais ces constats continuent pourtant d'être questionnés, continuent d'être réinterrogés, comme si la réponse apportée jusqu'à maintenant ne parvenait pas complètement à épuiser la question. Là aussi, il faut de nouveaux outils pour les sociologues ou pour les observateurs de ces situations. Il faut un renouvellement de la pensée, il faut de nouveaux outils méthodologiques parce que l'activité technique couplée au numérique, elle est toujours difficile à observer. C'est toujours vers le même écran, vers le même clavier que se dirigent le regard et la main de l'opérateur,
souvent seul à sa table et souvent silencieux. Il faut alors, pour rendre compte de l'activité et en produire, si on souhaite, une analyse un peu incarnée, se glisser dans les interstices, explorer les à côté, inciter à des verbalisations, s'intéresser aux traces écrites et à tous ces moments de mise en commun et de transmission. Donc on a des corps immobiles, c'est ça qu'on voit dans les copies de drones. On a des corps immobiles, des corps immobilisés, rivés devant des machines, mais il me semble que cela doit être aussi mis en regard d'une autre perspective qui, loin de la passivité affichée, montre aussi un corps sans repos, c'est-à-dire un corps vigilant à tout instant. On est là dans l'idée d'un maintien dans une immobilité forcée, assortie d'une exigence de capacité à surgir dès que nécessaire, tel le bon génie doté de pouvoirs surnaturels. C'est vraiment, on est au cœur d'une tension qui est bien présente dans une injonction qui est un peu contradictoire, puisque le corps est rivé, mais le corps est sans repos. Et c'est une injonction qui fait de l'opérateur, évidemment, la variable d'ajustement du grand système dont on parlait tout à l'heure et dont il est devenu pleinement l'une des parties prenantes. Mais l'une des parties prenantes. C'est Gilbert Simondon, le philosophe des techniques, qui défendait l'idée qu'il revenait à l'homme d'être le chef d'orchestre des ensembles techniques. Et il avait en tête une symbiose, et cette symbiose décrite par Simondon repose sur une interopérabilité des hommes et des machines, où les machines sont, dans l'esprit de Simondon, au service des opérateurs qui les utilisent, mais où les opérateurs sont aussi au service des machines qui rythment leur activité. Ainsi, les équipages de drones se succèdent-ils devant les écrans de la station de contrôle, alors que la machine infatigable et constante continue de voler et continue de transmettre ses images. Seuls les moments d'incident, pourtant redoutés, mais qui permettent de reprendre la main et d'exercer ses compétences, redonnent paradoxalement un sens à la présence des hommes. Si le cours ordinaire de l'activité des pilotes de drones connaît des variations de rythme, des accélérations et des moments de tranquillité, la vraie rupture, c'est-à-dire la reprise en main lors d'un incident, n'est plus, dans l'action à distance, on l'a dit tout à l'heure, du ressort de l'opérateur aux commandes. Sa main, elle n'agit qu'au travers de liaisons de données, et leur coupure, par exemple, rend alors cette même main immédiatement impuissante et inutile face à une machine qui ne peut plus répondre. Donc l'opérateur en commande n'a plus à se tenir prêt à suppléer en cas de défaillance du dispositif et à reprendre en manuel. Il ne peut pas. Ce temps-là ne lui appartient plus, ce n'est plus non plus un temps où il pourra démontrer une capacité à se distinguer, une prouesse. Si la liaison de données est perdue entre la station de contrôle et le drone, eh bien ce dernier est programmé, et c'est une programmation qui est constamment réactualisée au cours de la mission par le pilote pour suivre une route en mode automatique et aller se poser dans un lieu défini. Et la mission est alors abandonnée. Outre les ruptures, un autre aspect de cette question de la temporalité des techniques d'action à distance et de la nécessaire convergence qu'elle doit mettre en œuvre entre des espaces distincts porte sur les rythmes. De quoi est fait au quotidien le temps passé par les opérateurs devant leur console ? Et peut-être que la réponse va vous surprendre, en tout cas moi elle m'a surprise. D'abord à s'ennuyer. Et dans le cas des opérateurs de drone, il me semble que cet aveu mérite d'être considéré. C'était en effet surprenant que ces opérateurs mettent en avant ce sentiment aussi spontanément. L'ennuyeux, c'est notre cœur de métier. On est bien ? Bon. Elton Mayo, vous vous souvenez peut-être de cela, lors de ses observations à la Western Electric dans les années 30, avait déjà saisi que le travail pouvait produire aussi de l'ennui,
mettant en avant l'importance qualitative des relations collectives de travail et son influence d'ailleurs sur la productivité. Un autre sociologue français, Georges Friedman, avait souligné dans les années 50 cette même absence d'intérêt au travail. Friedman écrit en 1950 « Tu gagneras ton pain dans la tristesse et dans l'ennui ». Et il est bien question de cela lorsque je surveille un tas de cailloux, ou des tas de cailloux, comme nous le confie cet opérateur de drone. Il ne se passe rien. Ou dit d'une autre manière, il se passe toujours la même chose. L'ennui qualifie toutes ces situations d'attente, d'étirement des durées, d'intranquillité. Et ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Je me suis du coup intéressée un peu à ça, et ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau de s'ennuyer à la guerre. Et l'historien Bruno Cabane, qui s'intéressait au récit de la Première Guerre mondiale, rapporte que cette guerre de siège en rase campagne, qui aboutit à une abolition des batailles, se présente comme une alternance de brefs affrontements et d'interminables périodes de trêve. Et puis les célèbres travaux de Stouffer sur les soldats américains de la Seconde Guerre mondiale rapportent les mêmes récits d'inactivité prolongée contrastant avec l'anticipation, je cite Stouffer, l'anticipation anxieuse des combats futurs. Et Stouffer de conclure, sans doute la monotonie et l'ennui peuvent-ils paraître insignifiants en comparaison du choc des armes. Mais évidemment, leur impact psychologique n'est pas négligeable, toujours Stouffer. Si du point de vue des opérateurs, l'action se définit comme le moment où il se passe quelque chose, l'analyse de l'activité par le sociologue inclut également, et je dirais sans hiérarchie, tous ces moments où il semble ne rien se passer. Dans l'ordinaire de l'activité, c'est finalement la cible qui impose son rythme lent, celui de la vie quotidienne, dans le cours duquel il ne se passe souvent rien d'extraordinaire. Ce temps est celui de l'attente, de la patience liée à la traque. 40 jours voilà, c'est ça. 40, je suis sur cet extrait d'entretien-là. 40 jours à observer une maison jour et nuit. Bien sûr qu'une accélération brutale est toujours possible, elle est même attendue, elle est même espérée, mais n'est jamais certain qu'elle viendra rompre l'ennui. Les opérateurs parlent alors de stone watching pour désigner la surveillance des heures durant d'un tas de cailloux. L'immobilité de ce qu'ils regardent provoque leur propre immobilité dans une situation figée de part et d'autre. Le travail de surveillance, de stone watching, qui occupe les opérateurs de drones, rapproche plus cette activité de celle du renseignement. On est là dans quelque chose de l'ordre de la planque ou de la surveillance discrète que de celle de la chasse, où ça va vite. Cette formulation très imagée souligne d'ailleurs un rapport à l'action qui est plus dans le voir que dans le faire, qui est plus dans l'immobilité que dans la vitesse. Et on peut alors mieux comprendre parfois le difficile mélange de ces deux cultures de la chasse et du renseignement, en tout cas des systèmes de valeurs un peu différents ou des origines un peu différentes. Et en tout cas, c'est un indice de l'attention qui se noue autour des représentations de l'activité. La mission du drone, au moment où nous avons observé, c'était essentiellement et seulement une mission de surveillance, parfois doublée d'une mission de reconnaissance. Sa capacité à rester au-dessus d'une zone pendant plus de 20 heures d'affilée et à diffuser en temps réel les informations recueillies sont les principales spécificités de ce dispositif au regard des autres matériels. Cette capacité unique dans l'armée de l'air impose le rythme de la machine à l'organisation sociale du travail autour d'elle. Elle suppose la mobilisation d'une attention particulière de la part des opérateurs et la mise en place d'un système de relève que justifie la fatigue des êtres humains. Voilà ce que nous disait cet officier psychologue. C'est un côté never-ending story. La durée des missions, caractéristique de l'activité des équipages de drones,
a donc des conséquences directes sur l'organisation du travail, car le rythme de la machine contraint les opérateurs à se relayer pour assurer une continuité. Une nouvelle définition de la mission se dessine ainsi autour des possibilités offertes par la machine. Plus collective, plus articulée entre les relais, mais aussi plus diluée et étirée en termes de responsabilité, la notion de mission tire parti dans sa construction même de la structure du réseau. Parfois, il y a des accélérations, et quand même, je pense qu'il faut dire aussi ce qu'il se passe quand il se passe quelque chose. Tout à coup, tout s'accélère. Mais comme par bribes, une action s'initie, elle s'étire dans la durée, puis s'intensifie avant de se ralentir à nouveau. Ce temps long l'est aussi dans l'observation. Le scénario n'est pas du tout ramassé comme sur le temps de l'action comme dans un bon film. Évidemment, il y a des longs moments. Il est étiré, entrecoupé de scènes où il ne se passe quasiment rien. Le récit de ces moments d'intensification de l'action fait l'objet d'une accélération du débit de la parole chez nos interlocuteurs, d'une intensité qui fait écho au contenu. Le métier devient alors comme intéressant, mobilisateur. Et donc voilà le récit. Un récit qui fait état des longs moments d'attente. Attention, il se passe des heures, entrecoupés d'accélération, et puis d'un seul coup, il se barre. L'équipage a été relayé, les informations sur le contenu de l'action observée ont été transmises. Le temps réel, c'est un temps long, celui du quotidien qui s'étire dans l'ordinaire. C'est un temps sans dialogue, les personnes observées ne verbalisent pas leurs intentions. Un temps dans lequel il faut puiser du sens et de l'intention à partir des gestes, à partir des déplacements. Les critères d'un comportement hostile sont ainsi définis par une gradation, un regroupement et un déplacement collectif, l'équipement d'un combattant, un gilet de combat et de l'armement, la mise au jour d'une cache d'armes et la préparation des munitions, l'imminence de l'attaque. Les indices sont accumulés jusqu'au point de certitude qui déclenche alors l'action. On a fait venir les chasseurs. Aujourd'hui, on pourrait délivrer un armement. Le récit de cette construction pas à pas d'une décision consensuelle, on voit bien qu'elle est prise au sein d'un collectif. On voit, on les suit, on a un critère, on a délivré de l'armement. On peut remarquer aussi l'usage du « on », dont il est difficile de savoir s'il recouvre dans l'esprit de cet officier renseignement le collectif de l'équipage dans la station de contrôle, ou un groupe plus large, aux contours mal définis, incluant les chasseurs et plus largement tous les opérateurs répartis dans l'espace du réseau et qui contribuent chacun pour leur part à la réalisation de la mission. Si on revient concrètement sur ce que fait maintenant le pilote, on a vu, il s'ennuie, c'était un peu provocateur et c'était même provocateur, je pense, dans la bouche de mes interlocuteurs que de le dire comme ça. Le pilote, concrètement, il doit, et ça sera mon dernier point, il doit répéter inlassablement un circuit visuel pour aller chercher les indicateurs de sa position et la corriger en cas de dérive. Parce que son corps est ici et ne ressent rien des mouvements de l'avion, et c'est par le seul truchement de son regard sur les écrans qu'il contrôle des éléments aussi essentiels que l'assiette de l'avion, son cap ou encore sa vitesse. Il faut ajouter à cela des éléments propres au déroulement de la mission et sur lesquels le pilote doit se concentrer particulièrement. Cet aller et retour constant mobilise une attention à deux niveaux différents et qu'il faut pourtant relier l'un à l'autre. Autrement dit, la tâche cognitive mobilisée par l'organisation de l'activité dans le cas du pilote de drone consiste alors à coordonner des opérations entre les différents éléments du système, mais aussi à se coordonner avec eux, selon le modèle élaboré par le courant de la cognition distribuée dans sa problématisation anthropologique. Je fais ici référence aux travaux de Hutchins. Pour accomplir cette seconde coordination, le pilote ne peut plus faire appel aux informations reçues directement par son corps, puisqu'il n'est plus présent dans le même environnement que l'avion
et ne le ressent plus spontanément. Elle doit trouver d'autres supports, cette coordination, et mobilise en particulier la lecture en continu des informations sur les écrans. Cela nécessite un apprentissage, comme vous allez le voir dans l'exemple rapporté par ce pilote, qui avait oublié de piloter l'avion tant il était absorbé par le pilotage de l'image. On était dans de l'entraînement. Hein. Voilà, dans des missions simulées. Cette double tâche de pilotage du vecteur et de gestion de la caméra à travers une interface dotée d'un écran, eh bien, on le voit là, requiert des aptitudes cognitives élevées, d'autant plus que s'ajoutent généralement à cela des sollicitations auditives et visuelles autres. La vigilance requise par la gestion de l'action à travers des écrans reliés à la caméra du drone ne supporte aucune interruption, précisément parce que, comme on le comprend bien dans cet exemple, l'espace distant est aussi un espace mobile qui continue de se transformer, au sein duquel des hommes et des choses se meuvent, le plus souvent en fonction du contrôle exercé sur eux, mais aussi indépendamment de celui-ci. La surveillance ne souffre donc aucune rupture sous peine d'une perte de contrôle. Comparant le pilotage, vous l'avez lu ? Oui. Comparant le pilotage d'un avion de chasse et le pilotage d'un drone, le discours de ce pilote met bien en évidence que dans les deux cas, un circuit visuel constant s'impose, mais il souligne aussi une différence essentielle, à savoir la perte d'une dynamique commune entre l'homme et la machine. Nous, on est fixe. C'est énorme de dire ça. Nous, on est fixe. Perte d'une dynamique commune entre l'homme et la machine, perte d'un mouvement à l'unisson qui lui permettait de se coordonner instantanément avec l'élément distant du système, à savoir le vecteur. Et donc, en fait, eh bien, c'est une autre façon de travailler qui est beaucoup moins naturelle. Parce que dans l'avion, voilà, on regarde autour de soi, c'est normal, on appréhende son environnement. De l'aveu même de ce pilote, vous êtes en train de le lire, tout cela est assez déroutant. Et si l'on perd la notion d'être en l'air, c'est bien parce qu'on n'y est pas, avec la conséquence qu'il n'y a plus d'extérieur. Seule l'expérience peut venir compenser les effets de cette étrange ubiquité si l'on ne veut pas se perdre dans les méandres de ces nouveaux territoires mi-réels, mi-virtuels. L'expérience vient ici mobiliser à la fois des savoir-faire acquis dans des situations passées où le corps était engagé et de nouvelles modalités de l'engagement, le circuit visuel qu'il faut parvenir à exercer sans y penser et à relier aux anciennes sensations physiques du vol. Il faut convoquer une expérience passée et la réinjecter dans une situation présente. Et l'insistance de ce pilote à faire des parallèles avec la conduite d'un avion de chasse est à cet égard assez parlante. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. On est là avec ce déploiement des drones dans un réseau socio-technique dont l'humain est devenu, vous l'aurez compris, l'un des rouages, mais seulement l'un d'entre eux. Et puis, évidemment, cela engage à de profondes transformations des représentations sociales de l'activité, en termes d'engagement du corps au combat, on vient de le voir, en termes de rapport au risque, mais aussi parce que l'activité est désormais distribuée. Je n'ai pas parlé là tellement des autres endroits, mais ça interroge également évidemment sur l'autorité, sur la responsabilité. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Caroline. C'était évidemment très intéressant de partir de l'enquête sociologique, du ressenti des pilotes et de la manière dont ils l'expriment. Alors, peut-être, en se situant sur un autre terrain, dire que effectivement la question du dedans-dehors
ne se pose qu'entre le XXe et le XXIe siècle. Je vois Hervé Drévillon, l'histoire de la guerre, on était sur un cheval, on était à côté d'un canon, on était derrière des murailles, on était avec un javelot, on n'était jamais dedans, dehors. Donc c'est une problématique qui est une problématique plutôt contemporaine. Alors a fortiori quand on se situe dans les airs ou dans l'espace comme tu l'indiques là. Un bateau quand même. Oui, c'est vrai, mais t'es sûr? Oui, oui. On dit en mer. Hein. Oui, on dit en mer. Mais bon, peut-être, oui, c'est vrai. Mais oui, les sous-marins, mais quand même, c'est quand même une problématique qui est une problématique 20e, 21e siècle. Et donc, bien évidemment, qui transforme le rapport fondamental que l'homme avait avec son équipement létal ou ce qui lui permet de mener sa mission. Et donc, c'est intéressant de voir qu'après avoir été dedans pour se protéger, blindés, sous-marins, avions, on peut se situer aujourd'hui dehors. Alors, c'est vrai que tu as beaucoup souligné des missions de reconnaissance. C'est ça que vous avez étudié. Oui, mais c'est vrai qu'on va se poser la question de cette enquête au regard d'évolution de drones qui vont être des drones de combat. Je pense que l'ennui n'est pas tout à fait le même quand on a au fond un drone qui est pointé comme un fusil, même à distance. De la même manière, on peut se dire qu'inversement, la machine peut suppléer à l'ennui de l'homme par l'intelligence artificielle. Parce que si on a exactement les bonnes bases de données, les bons relevés, pour observer par exemple Ben Laden, il suffit d'avoir rentré dans la machine l'ensemble de ses caractéristiques physiques pour être sûr que le drone a repéré ou a repéré le 4x4 de la Katiba XY qui a été distingué. Donc c'est vrai qu'il va y avoir, par rapport à ce ressenti, tout ça est encore très fortement en évolution. Absolument. Alors, ce qui est quand même le plus déroutant, à mon avis, mais je dis ça pour t'amener à réagir, parce que, évidemment, tes enquêtes ont été au plus près du terrain, que les miennes, qui sont des réflexions plus générales, c'est que c'est vrai qu'il y avait quelque chose de physique, quoi. Même chez un aviateur, je ne sais pas qu'il y a ceux qui ont la chance de piloter ou de piloter un avion, les pilotes le disent, même un avion de chasse, on le pilote avec ses fesses. Et on le pilote d'autant plus que quand on décolle, on le sent, quand on prend des accélérations et des jets, on a sa combinaison, tu connais ça par cœur, qui vient vous comprimer pour éviter le reflux sanguin, donc on le sent. Il y a une expérience physique, y compris dans quelque chose qui peut avoir des conduites automatiques, etc. Et donc ça, qu'est-ce que c'est qu'effectivement la perte du contact physique, y compris d'ailleurs comme test de son endurance, donc de sa bravoure, donc de sa capacité, c'est tout ce par quoi tu as d'ailleurs commencé ton entretien. D'ailleurs, d'une certaine manière, tu nous as amené à partir de ce que tu avais appelé le socle, à nous dire où est aujourd'hui le socle anthropologique de la définition du guerrier. Bon, alors la donnée morale, ça, elle reste, le fait de la problématique éthique, même si on ne met pas son corps en aventure de mort, on ne le met plus, donc ça change quand même énormément le débat éthique et philosophique. Protéger le collectif, ça, on peut dire que ça demeure encore que dans les éléments que tu indiquais de cohésion avec le groupe, il y avait la visibilité, il y avait le fait de faire ensemble, et là très souvent on peut opérer en étant même très éloigné, pas du tout sur la même base, je sais pas, au Texas aux États-Unis, à Tampa, et un autre en Jordanie par exemple pour la même mission. Oui, donc et puis il y a évidemment la visibilité, la reconnaissance. Donc l'armement des drones était très attendu dans l'escadron pour justement pouvoir venir en appui immédiatement à des troupes au sol. Il faudrait peut-être que tu nous dises dans ton enquête pourquoi il y a une telle résistance jusqu'à maintenant dans l'armée française, armée de l'air, armée de terre. Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis autant de temps à décider que nos drones soient finalement armés et que pendant longtemps on a tourné le dos à l'idée de l'armement des drones? C'est un débat éthique. Je crois qu'on a longtemps tourné le dos aux drones. Oui, tout court. D'abord, tout court. Et on n'a pas été parmi les premiers à s'équiper. Alors comment tu l'expliques? C'était une réticence justement
par rapport à cette idée qu'on ne pouvait pas faire la guerre comme ça, ou c'était immoral de faire la guerre comme ça, ou on rentrait dans justement une nouvelle définition du soldat qui n'était pas acceptable pour des guerriers. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, oui. Bon, mais c'est vrai qu'à travers, alors, le drone, c'est vrai, du coup, supplée quand même bien des carences humaines. Alors, tu l'as dit, la permanence, il n'y a plus de fatigue, quoi. Enfin, a priori, les équipes se relèvent, peuvent partir à la cafétéria, une autre équipe arrive, très bien. La problématique du milieu, on a parlé là essentiellement des drones aériens, mais l'automatisation vaut aussi bien pour des drones sous-marins ou même des drones à terre. Donc là encore, il y a à la fois la question de la permanence qui est assurée. Il y a la question donc de la résistance à tous les milieux, parce qu'un drone, voilà, il peut faire très chaud, il peut faire très froid. Bon, alors un pilote ne le ressent pas, lui, mais enfin, un fantassin, il le ressent en permanence, quoi. Il suffit de demander à ceux qui utilisaient, avant qu'on les tropicalise, des Leclerc aux Émirats Arabes Unis, ils le sentaient, quoi. Il y a un ressenti physique. Et d'ailleurs, ça contrebalance ce que tu... Parce qu'il y a d'autres gens qui ont eu des missions statiques d'observation. Oui, bon. oui. Mais l'ennui était quelque part compensé par le fait qu'il fallait que le corps supporte quand même la pénibilité, même simplement de l'inaction. Et puis le dernier point peut-être, oui, mais ça c'est la mise à distance. Mais la mise à distance, elle est pour les drones, mais elle l'est déjà pour le pilote, parce que le pilote qui tire un missile... la cible, elle est presque autant à distance que celui qui pilote un drone, certes plus près de la cible, mais bon. C'est très loin. Donc ça j'imagine que ça interfère aussi dans la manière dont... peut-être la dernière réaction, mais ça c'est pour que tu rebondisses, c'est la problématique future, l'idée de l'unité, quoi. On est quand même, et notamment au XXe siècle, sur des équipements qui, par leur polyvalence, qui sacralisent quand même la machine, tellement elle coûte cher. Tellement elle est unique, tellement elle fait toute la mission. Bah, tu connais les Rafales, ils ont suppléé ou ils ont remplacé toute une série de gammes d'avions qui faisaient les uns de la reconnaissance, les autres du combat aérien, les troisièmes de l'appui-sol. Donc ça devenait des machines absolument fabuleuses, hyper coûteuses, polyvalentes. Et donc pour ça, l'homme était le chef d'orchestre de toutes ces missions et de cette polyvalence technologique. Un char, c'était moindre, mais c'est un des chars très sophistiqués, c'est un peu pareil. Un hélicoptère de combat intègre aussi, je le dis parce qu'il y a un hélicoptériste qui est dans cette salle et que je vois, c'est aussi une mission très compliquée. Alors que là, est-ce qu'on ne va pas revenir avec les drones non plus à la spécialisation, c'est-à-dire non plus à la polyvalence, à la multiplication, à la miniaturisation, et donc au fait que, parce que perdre un drone, bon, c'est cher, mais c'est pas très grave. On ne met pas en cause un homme, on ne met pas en cause, voilà, y compris sa famille, les pensions à verser, etc. Donc même c'est pas cynique ce que je veux dire, mais il y a un calcul moral, il y a un calcul économique, il y a un calcul politique lié à la mise en cause d'une vie humaine, c'est évident. Il y a la perte de... Alors que là, il y a une forme de gratuité. Et donc, est-ce que ça ne va pas accélérer, puisqu'il y a moins de prise de risque, le passage à l'acte? Voilà, alors j'ai ouvert plein de tiroirs, tu prends ou tu tires les fils que tu veux. Et est-ce que, en tout cas, cette discussion qu'on a là, c'est répercuté comme ça dans tes entretiens, où les gens le ressentent aussi comme ça? Tout ce monde est évidemment traversé par toutes ces questions, comme tu l'as dit, liées Alors, tout à l'heure, tu as parlé, ou tu as évoqué le courage qu'on ne peut plus avoir. Hein. Ils le disent eux-mêmes, le plus grand risque, c'est de tomber de sa chaise. Hein. Bon, c'est tout à fait... je cite, hein, je cite. Évidemment que ça transforme profondément les choses. Alors, est-ce que pour autant on tire gratuitement, ou est-ce qu'on s'engage plus gratuitement? Moi, franchement, je n'ai pas observé la période où les drones français étaient armés. Par contre, dans les escadrons de chasse, j'ai jamais eu l'impression qu'on tirait gratuitement. Et il me semble que la France n'a pas la réputation de pas respecter les règles d'engagement.
Donc, je pense que ça reste quelque chose pour tous, hein, de toujours très grave et de très mesuré. Voilà. Après, c'est vrai que parfois en Bosnie, il a fallu descendre un peu plus bas parce qu'on n'attrapait jamais rien. Il oui. y avait une couverture nuageuse aussi à ce moment-là. C'est ça. Donc là, les équipages se sont mis d'accord pour aller un tout petit peu au-delà de ce que non pas ils étaient autorisés à faire, mais à encourir un risque un peu plus grand qu'on ne leur a pas demandé de prendre. Mais ils l'ont fait. Bon, ça c'est pas bien fini pour tous. Il y a eu deux qui ont été capturés. Il y a eu deux, c'est ça, qui sont éjectés. Oui. Alors, question de la salle. Parce qu'on pourrait continuer, mais on va continuer d'ailleurs après la conférence, entre nous, ce dialogue. Mais je repasse la parole à la salle. Sacha. Bonsoir, Madame Morico. Alors, ma première question va être forcément un peu en lien avec l'actualité. Et en particulier parce que dans le conflit ukrainien, après l'invasion russe en Ukraine, certains analystes avaient notamment remis en cause l'utilité des drones dans celle-ci, notamment du fait que, mais étant donné, que la suprématie aérienne russe dans la région était plutôt discutable au final, est-ce qu'on ne pourrait pas réévaluer le rôle des drones suite à l'invasion de la Russie, mais aussi quel serait, dans la suite des événements, un impact que pourraient avoir en particulier ces fameux drones TB2 turcs qui ont été vendus plus tôt à l'Ukraine, il y a de ça, je crois, plusieurs années. Merci Sacha. D'autres questions? Mathieu? Bonjour Madame Morico, merci pour votre intervention. J'ai une question qui touche plutôt les conséquences de cette guerre à distance. Cette distance au combat pourrait-elle permettre de mieux localiser les cibles avec les drones et une progression technologique qui en va de l'avant d'année en année, ou bien au contraire, et éviter des conséquences humaines terribles, ou au contraire, est-ce que cette distance pourrait nous rendre plus éloignés du concept de la guerre et plus, distancés émotionnellement des dégâts de la guerre. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu. Est-ce que vous pouvez passer la parole pour la dernière question de ce cycle à Hervé Dravillon? Après, on recommencera par vous. Et puis ceux en haut qui sont les étudiants qui sont en train de préparer. Voilà. Alors Hervé, premier cycle, et je vous passe la parole après les réponses. Alors, j'oublie les réponses. Merci Caroline pour cette conférence. Alors, ma question, c'est que les pilotes français de drones, ils sont placés sur le site du conflit. Et donc, justement, ça, c'est quand même un phénomène particulier parce qu'ils ne sont pas à une très très grande distance du site du conflit. Et donc, justement, ma question, c'est quel est l'impact de cette présence quand même sur le site de conflit sur le facteur moral et sur le facteur physique? Parce que, par exemple, a priori, ça veut dire qu'ils subissent le même climat, qu'ils sont quand même dans le même environnement géographique, pas seulement opérationnel, mais géographique que le drone. Et donc, est-ce que cette nécessité de placer les pilotes de drone sur le site du conflit, est-ce que justement ça a un impact sur le facteur moral et physique? Merci. Tu réponds, puis après il y aura une deuxième. Alors j'ai trois questions, je vais les reprendre dans le sens inverse. Donc merci Hervé, c'est une question très importante en effet, que la question de la colocalisation sur le théâtre d'opération. D'abord parce que ça conduit pour les équipages de drones à être en situation de mission opérationnelle et à ne pas rentrer chez eux le soir et tous les soirs, comme on le voit dans les films sur les opérateurs de drones. Et cette colocalisation, je pense qu'elle elle les maintient peut-être dans une dimension morale, évidemment qu'il n'y a plus le même courage ou la même peur, mais on reste un peu proche de ça en étant quand même sur un théâtre d'opération. Ce qui se passe aussi sur un théâtre d'opération, c'est que
l'escadron est entre soi. Et que cet entre-soi permet aussi de débriefer de ce qui s'est passé dans la journée. Et s'il y a eu des moments durs, de les partager et de les partager. Et ça renvoie, bien sûr dans une moindre mesure, mais ça renvoie quand même à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire à cette question de produire l'impensable et de rester un être humain et d'être capable d'être restauré dans son humanité. Donc c'est une forme d'aguerrissement que d'être sur un théâtre d'opération. Après, il ne faut pas se leurrer, on fait ça parce qu'on n'a pas les moyens de payer de la bande passante qui permettrait de faire de la guerre à très grande distance. Il y a la question de la bande passante qui coûte très cher, il y a la question aussi du temps de latence. C'est-à-dire que quand on pilote un objet à distance et qu'on le contrôle donc uniquement à l'image, il ne faut pas qu'il y ait un temps de latence entre ce qui se produit réellement à distance et ce que l'image raconte. Et notamment au moment de l'atterrissage et du décollage, c'est important. Quand on est en l'air, si on est à 1 mètre plus haut ou 1 mètre plus bas, bon, voilà. Mais quand on est au seuil de la piste, c'est important que le temps de latence soit le plus réduit possible. Est-ce qu'il y a eu une raison, je dirais... C'est quand même de l'ordre de quelques secondes. Armée de terre, armée de l'air. Est-ce qu'il y a eu dans l'opposition de qui serait l'opérateur, armée de terre, armée de l'air, un jeu? C'est-à-dire que, évidemment, c'est l'armée de terre, il vaut mieux que les drones soient à terre, là où l'armée de terre est déployée, plutôt que d'appartenir à une autre armée qui les télépiloterait. Par rapport au déplacement, oui, à distance. Plus à distance. Est-ce que ça n'a pas été aussi un enjeu entre les... Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'opèrent pas le même type de drone. Pas tout à fait, non. Je ne peux pas te dire. Je n'ai pas d'infos là-dessus. J'ai beau fouiller dans ma mémoire, je n'ai pas d'infos là-dessus. Alors, sur la distance et la précision et en même temps, voilà. Bah oui, c'est clair qu'on est là dans des logiques qui commencent avec ce qu'on a appelé la guerre chirurgicale. La précision, elle est immense. La caméra du drone, elle voit très 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 bien de très 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 loin. Et elle peut même distinguer un visage, la couleur des cheveux. Enfin, on voit des images très très nettes. Donc, j'ai pris juste des notes pendant que vous parliez, mais je crois que la question est... Est-ce que les drones peuvent mieux cibler et ainsi peut-être, atténuer lever le doute de la guerre? Alors, 2 éléments de réponse. Je pense que techniquement, oui. On voit très bien, on peut se préparer très longtemps, on n'est pas visible parce qu'on peut être très haut, donc on peut être tout à fait caché, observer, construire la situation, prendre la décision, y aller, être très précis. Après, tout dépend qui ordonne la mission. Si c'est l'armée de l'air française, c'est pas comme si c'est la CIA américaine. Et donc, voilà, l'action n'est pas la même. Donc, on a là de très beaux outils, une très belle technologie. Maintenant, qui ordonne la mission et autour de quelles règles d'engagement, ça se définit indépendamment purement de la technologie qu'on utilise. Alors sur l'Ukraine, c'est très très difficile. Je sais peu de choses. Je sais qu'il y a qu'il y a des drones turcs. Je sais que la Russie semble avoir la supériorité aérienne. Donc je me demande même comment ils font voler leurs drones, les Ukrainiens, sans que c'est c'est pas ça dont on parle le plus dans cette guerre. En réalité, je me suis posé la question hier, parce que je me doutais qu'on allait peut-être aborder la question, et je me suis dit, tiens, j'ai rien entendu ou j'ai rien lu sur l'usage des drones dans cette guerre. Et donc, je suis allée chercher et j'ai vu que l'Ukraine commandait et faisait livrer un peu rapidement des drones turcs armés. Je ne sais pas bien comment ils les utilisent, je ne sais pas bien, étant donné qu'ils n'ont plus la supériorité aérienne sur leur territoire, comment ça se passe.
Et j'ai pas entendu parler de drones russes au-dessus de ce territoire. Mais je pense qu'on ne sait pas tout. Merci, monsieur. Bonsoir. Allô, oui. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez. Je l'enlève. Bonsoir, donc merci. Moi, j'avais une question sur les chasseurs de 6e génération, puisqu'on sait maintenant qu'avec ces chasseurs-là, le pilote pourra contrôler des drones depuis son chasseur. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça, pour vous, constitue un tournant, dans le sens où dans la frontière entre l'opérateur de drone et le pilote est un peu plus floue? Et est-ce que c'est quelque chose qui ressortait pendant vos entretiens, par exemple, avec des pilotes? Est-ce qu'on parlait de ces fameux chasseurs de 6e génération? Non. Pas encore à l'époque, non. Et je pense que c'est une nouvelle conception de la patrouille, ou du vol en patrouille, très automatisée cette fois-ci. Bon, c'est intéressant de voir ce que ça pourrait produire, mais non, oui, c'était... C'est le système de combat futur, de combat aérien futur, le SCAF, pourrait être doté de drones, effectivement, pouvoir prolonger sa mission par des drones, ce qui pose d'ailleurs une question entre Français et Allemands, puisque les Allemands ont toujours une réticence à l'armement des drones. Je crois qu'il y a une question là-haut. Bonjour, merci. Donc, on vient d'en parler, l'impact des drones de combat, il est désormais indéniable, surtout les drones low cost. Donc, vous l'avez dit, les drones TB2, par exemple, n'ont pas du tout besoin d'avoir la supériorité aérienne pour effectuer des frappes meurtrières. Et donc, ma question, elle est simple, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire beaucoup petits, peu repérables, qui emportent des munitions guidées qui ne sont pas très chères, plutôt qu'un énorme eurodrone qu'on n'osera jamais risquer compte tenu que son coût au-dessus d'un espace aérien non contrôlé. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de l'eurodrone actuelle? C'est ma question. Ça, c'est une question pour Louis, parce que moi, personnellement, j'ai aucun avis là-dessus. Je suis vraiment là... c'est une question très stratégique, je ne peux absolument rien vous répondre que mon intuition de citoyenne. Non, mais voilà, vraiment là, c'est une question pour toi. Non, mais tu as apporté la réponse, notamment sur le théâtre russe. Si on a affaire à des drones importants, etc., si on n'a pas le contrôle, la supériorité aérienne, c'est d'ailleurs une des questions qui va se poser. Qu'est-ce qu'on livre qui pourra être opérationnel, en tout cas pour... les aéronefs, dès lors qu'ils franchissent l'espace aérien polonais pour entrer dans l'espace aérien ukrainien? C'est quand même une vraie grande question. Avant de faire des affichages, voir quelle pourra en être la réelle utilité. Parce que si le risque est évidemment de voir ces avions détruits en vol, ce qui enverrait un message exactement contraire à celui qu'on voudrait donner de l'armement de l'Ukraine. Donc il y a une question qui se pose sur comment peut-on déployer, quand un espace aérien est contrôlé par une puissance étrangère ou hostile, comment peut-on déployer les aéronefs? Alors évidemment, c'est vrai ce que vous disiez, on l'a vu par exemple dans les guerres des villes, notamment en Irak ou en Syrie, des drones, alors cette fois beaucoup plus petits, beaucoup moins repérables, beaucoup plus agiles, monomission, peuvent effectivement délivrer dans une guerre sale une frappe utile, enfin sale parce que les guerres des villes sont quand même des guerres difficiles parce qu'elles exposent aussi à des dégâts collatéraux, mais c'est pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes gammes. D'ailleurs, les exemples que vous donniez, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de drones. Alors, il y a une question là et une autre question là. Oui, bonsoir et merci. Ça doit marcher, oui. Et merci pour l'exposé. Pour revenir sur l'impact psychologique de l'utilisation des drones, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement des travaux sur fermer la boucle autrement, c'est-à-dire en fait, dans l'autre sens, avoir des systèmes qui essayent de comprendre les pilotes. Et puis c'est là qu'on pourrait d'ailleurs discuter du fait qu'il faut vraiment des pilotes, mais ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, on est en train de vouloir avoir des systèmes techniques qui essaye de comprendre justement que la personne est en train de s'endormir, elle est en train de partir un peu où il ne faut pas, etc. Et de modifier le système pour réagir à ce comportement. Comment vous voyez l'impact de cette fermeture de boucle, cette fois-ci par le système, dans la mesure où justement il avait été perdu par le fait qu'on n'avait plus le pilotage aux fesses?
Votre première diapositive citait un pilote qui, alors de mémoire, disait il faut aimer l'acrobatie, une constante des pilotes de chasse. Alors ça contient deux idées. Ce que rappelait Louis Gauthier tout à l'heure, le sentiment de l'avion, enfin, la sensation de l'avion, ça contient aussi autre chose. Si je me souviens bien, on demande aux pilotes de chasse des caractéristiques peu courantes, en particulier d'être très intuitif, une prédominance du cerveau droit, une capacité à intégrer tous les paramètres. Vous nous avez présenté avec beaucoup de talent les différences entre le métier de pilote de chasse dans son avion et derrière un écran de drone, mais est-ce que ce sont bien les mêmes hommes dont on a besoin, les mêmes personnes dont on a besoin? Est-ce que les qualités, ou pour être plus neutre, les compétences et les caractéristiques que l'on recherche sont les mêmes pour un pilote de drone et pour un pilote de chasse? Quand on a 5 systèmes Reaper, ce n'est pas très important. Si on se dirige vers une multiplication des drones, on a peut-être intérêt à réfléchir à qui on a envie de recruter et comment les former plus rapidement que les pilotes d'avion. Merci, vous avez raison, c'est vraiment une question qui se pose. Et tous les États se la posent d'ailleurs. Aux États-Unis, on a même à un moment donné cessé d'employer des pilotes de chasse pour commander des drones et on a mis des gamers. Ça n'a pas très bien marché, ils en ont cassé pas mal. Mais c'est une vraie question. Et pour moi, en tout cas, ça pose la question de est-ce qu'il faut avoir l'expérience d'un théâtre d'opération et l'expérience du vol pour piloter un drone et pour bien... Alors, le piloter, c'est une chose. Là, il y a l'adresse, OK. Maintenant... on utilise là du matériel pour des missions, hein, et c'est ça qui compte. Donc, oui. Je ne conteste pas du tout le fait qu'il faut que les gens soient des pilotes et sachent... Oui. Mais la question se pose. Il faut vraiment prendre dans la petite partie des pilotes de chasse qui sont des gens formés. Absolument. Oui. Je ne suis pas convaincue que ça durera toujours comme ça coûte beaucoup trop cher. Hein. Et puis, probablement qu'ils sont quand même très sous-employés lorsqu'ils sont dans un cockpit de drone, c'est sûr. Maintenant, ils ont l'expérience du combat aérien, ils ont l'expérience du théâtre d'opération, et c'est cette expérience-là qu'ils sont capables, à un moment donné, de mobiliser. Et ça reste quand même des missions opérationnelles. Comment est-ce qu'on peut remplacer ça? Et par quel type de personnel? Ou faut-il former des personnels spécifiquement pour l'usage des drones? Moi, si j'avais quelque chose à dire là-dessus, je dirais qu'il ne suffit pas d'avoir l'habileté manuelle et d'être un bon gamer pour faire une mission. Il y a autre chose. Hein. Il y a un sens de la mission. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'avoir reçu une formation de pilote de chasse et de chef de patrouille pour y arriver. Mais cette dimension-là est importante. Quant au pilote que j'avais mis en exergue là, c'est Paul-Henri Chombardelot, qui était un sociologue qui avait été engagé comme pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a écrit un petit livre pour raconter... Voilà, c'est le récit... d'un livre qui s'appelle Chronique d'un pilote ordinaire. Et ça se passe pendant la guerre. Alors... Oui. Il y a d'autres... Il y a une question là, puis il y avait le monsieur là, non? Je voudrais me permettre deux remarques et poser une question. La première, parce que je connais un peu le sujet. La problématique entre l'armée de l'air et l'armée de terre, c'est que l'armée de l'air utilise des drones opératifs quand l'armée de terre utilise des drones tactiques. Pour être plus clair, l'opératif, c'est pour le niveau supérieur et l'armée de terre va utiliser des drones qui vont permettre la manœuvre sur le terrain. C'est ce qui explique aussi que l'armée de l'air a besoin de pilotes, parce qu'il faut quand même connaître ce qu'ils disent. Je suis un ancien de l'armée de terre, donc ils ont besoin de connaître tout ce qui est utilisation de l'avion en vol, ce qui n'est pas moins vrai de l'armée de terre. C'est pour la raison pour laquelle les pilotes de l'armée de terre sont tous des officiers, quand les pilotes de l'armée de l'air sont tous des officiers, quand les pilotes de l'armée de terre s'autorisent de plus en plus à avoir des sous-officiers, voire des militaires du rang. Voilà. La deuxième remarque que je voulais faire,
sur l'emploi de l'homme. Aujourd'hui, les armées se refusent à laisser tout au drone, tout à la machine. On veut laisser, c'est le principe de l'homme dans la boucle, je crois que Hervé Réveillon pourrait nous le dire, puisqu'il y a un document qui est sorti par le comité d'éthique il y a quelque temps sur ce sujet-là, qui consiste à maintenir, à s'assurer de l'emploi des drones et de la robotique en général, en laissant l'homme dans la boucle, d'autant plus que, vous l'avez dit, on n'a pas tout à fait les mêmes notions d'emploi, de règlement d'engagement que d'autres armées, ce qui fait qu'on est très regardant sur les dommages collatéraux. Et laisser tout à la machine fait qu'on peut se tromper de personne et il faut donc qu'il y ait une identification des hommes. La question, ça concerne la protection du collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pilote, vous l'avez dit, le pilote de chasse est un peu le centre d'intérêt de l'armée de l'air et il faut protéger l'avion, mais il faut aussi protéger l'homme. Maintenant qu'on est dans des drones, est-ce que cette protection du collectif ne va pas être un des fondamentaux qui sera plus difficile à entretenir dans le futur avec l'emploi des drones? C'est un petit peu ce que je répondais à Louis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un intérêt pour un drone à venir en appui à des troupes au sol. Un drone va observer, je ne sais pas, un village, une zone pendant une durée très longue, va observer des mouvements et à un moment donné, il peut y avoir des troupes au sol qui se trouvent en difficulté. Si le drone est armé, il peut venir en appui très vite. Sans avoir besoin de faire décoller des chasseurs, etc. Donc là, ça crée des solidarités quand même, en tout cas qui semblaient à l'époque où nous avons enquêté très souhaitées par les équipages, qui étaient frustrés justement parfois de devoir assister à des situations, observer des situations où ils voyaient nos troupes en difficulté sans rien pouvoir faire, d'autre que de recueillir des images. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que bien sûr on perd des choses, le pilote perd la sensation corporelle du vol, l'excitation liée à tout ça évidemment, mais on peut quand même peut-être aussi gagner de nouvelles, on va dire, solidarités à l'intérieur du réseau. Et d'un réseau plus interarmé, plus large. Alors, Sacha, il y a des questions des internautes. En effet, c'est le cas. Alors, la question d'un internaute rebondit sur ce que vous venez d'annoncer à l'instant, c'est-à-dire que vous avez parlé du changement d'environnement et de l'immersion de l'opérateur de drone dans son travail. Mais finalement, l'état de stress connu par les combattants, principalement aussi les combattants sur le terrain, se poursuit-il dans un cadre beaucoup plus déconnecté, si je puis dire, d'une certaine manière, au travers d'un écran, comme le connaissent ces opérateurs de drones? Alors, déconnecté, franchement, c'est pas la sensation que j'ai eue en discutant et en observant. Parce que... Et je me souviens d'un pilote qui m'a même dit, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça fait d'être si loin et est-ce que finalement on se sent quand même engagé et est-ce que tout ça n'est pas tellement loin que ça n'a beaucoup moins d'importance? Et il a répondu, c'est vrai que je suis très loin, mais parfois je suis beaucoup trop près. C'est-à-dire que cette distance, elle est complètement annulée à certains moments, même en permanence, par la qualité de l'image et la restitution et l'écran de restitution qui donne quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant, sauf à être justement peut-être un fantassin au contact. Mais jamais dans l'armée de l'air on avait vu aussi bien, je dirais, sa cible. Et là, quelque part, on la voit presque trop bien parfois. Ça peut engager dimension émotionnelle. C'est la fin du fight and forget, quoi. Ah, c'est ça. Je tire, j'ai fini la mission, je pars. Sur le pilote de chasse qui tire avec un missile qui est 50, 150, 200 km. Avant que les missiles... Voilà. Bien sûr.
Là, au contraire, on voit très très bien, et on voit même très très bien l'impact et tout ce qui se passe, et c'est très précis. Donc, on n'est pas si loin que ça. Ouais. Est-ce qu'il y a... oui, je vous laisse la parole. Oh, mais 2 questions là-haut. Moi, j'en ai une, mais je la garde pour la fin. Alors. Oui, moi, je voulais revenir sur justement la différence que vous avez dressée entre le rôle du pilote de chasse et du pilote de drone, justement. Et vous avez dressé une belle comparaison sous différents volets. Mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se placer du point de vue de l'équipage des autres pilotes de chasse qui pilotent avec le drone, mais dans les airs, à ses côtés? Est-ce que le drone, le fait d'avoir un pilote de drone qui puisse être à distance, pourrait être plutôt gage de confiance pour ces autres pilotes-là, du fait de cette distance qui pourrait permettre plus de rationalité derrière les prises de décision? Et aussi au niveau technique, est-ce que le fait qu'il y a cette double casquette du pilote de drone qui à la fois, comme vous l'avez mentionné, peut porter une casquette de pilote de chasse, mais aussi un volet de renseignement, est-ce que tout ça peut être gage de confiance pour les autres pilotes dans les airs? C'est certain qu'on est dans un monde de coopération en réseau très très déployé et très très finement déployé. Alors maintenant, aujourd'hui, à ma connaissance, les avions de chasse et les drones ne volent pas ensemble. Hein. On n'est pas dans la configuration qui était décrite tout à l'heure de 6e génération. Un avion de chasse, ça va très très vite, et un drone, ça va très très lentement. Donc, ils peuvent pas. De fait, ils ne peuvent pas voler ensemble. Ils peuvent partager, par contre, en effet, un même espace aérien. Le drone peut transmettre des informations, voilà, enfin, voir... oui, il y a vraiment une liaison de données, on va dire aussi, qui facilite aujourd'hui tout cela, bien sûr. Un système de liaison de données. Merci. Je pense qu'il y a une fatigue particulière d'ordre cognitif, mental pour les opérateurs de drones. Et je voudrais savoir combien de temps durent les factions et combien de temps on leur laisse la possibilité de récupérer entre deux séquences, usuellement. Oh là là, je me souviens plus. Je me souviens que le drone volait à l'époque 20 heures. Je crois qu'il peut faire 40 heures maintenant. Évidemment, ils font pas des factions non, c'est quelques heures. Hein. Je sais plus. Je dirais 4 heures, mais je suis pas certaine. Moi, j'essayais de rechercher. Quelqu'un le sait peut-être. Dans un article. Au lieu de me laisser dire des bêtises. Je crois que sur le théâtre syro-irakien, mais justement, moi aussi c'est pareil, je cherchais, mais c'était plusieurs centaines, quel était le nombre d'opérations menées par drone en même temps, à la fois par le Pentagone, par les armées américaines et par la CIA. Et le fait qu'on pouvait mener simultanément, et je ne pourrais pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai un souvenir de plus de 150 opérations qui pouvaient être menées en même temps. Sur l'ensemble d'un théâtre qui est énorme, hein, quand même, Syrie-Irak. Mais ça vous donne quand même une notion du changement de densité dans les missions que l'on peut leur affecter. Alors, je crois qu'il y a une question ici, monsieur. Merci. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un travail pour voir la différence de ressenti entre un pilote de drone, je ne parle pas de renseignement, hein, le drone d'attaque, voilà, comme l'usage en a été fait récemment en Ukraine, à partir donc du matériel livré par la Turquie. Je parle du matériel qui était livré avant, pas celui qui va être livré dans les jours qui viennent. Donc, est-ce qu'il y a une différence de ressenti en termes de responsabilité entre celui qui est derrière son écran et celui qui est dans son avion, qui pilote son avion, qui arrive sur l'objectif et qui prend la décision, effectivement, de tirer? Est-ce que vous avez pu approcher cet aspect des choses sur le plan de l'émotion ressentie, de la responsabilité? Je vous remercie.
Je l'ai approché pour les pilotes de chasse, mais je ne l'ai pas approché pour les pilotes de drones, puisqu'à l'époque où nous avons enquêté dans l'escadron, les drones n'étaient pas armés. Cependant, je pense que le processus d'aguerrissement est le même. C'est-à-dire que le fait d'aller délivrer un armement, qu'on soit dans un avion de chasse ou qu'on soit aux commandes d'un drone, relève d'un processus assez similaire finalement. Il est rare que les pilotes de chasse aillent tout près de la cible finalement. Quand ils font un show of force, là, c'est pas pour larguer un armement, c'est pour faire peur au sol. Il me semble, en tout cas, pour ce qu'ils m'en ont dit, qu'il s'agissait plutôt de tirer des armements à assez grande distance. De ce point de vue-là, on ne serait pas très très loin dans la pratique du drone. Mais je n'ai pas le ressenti et l'émotion par un drone. Alors, est-ce qu'il y a une question là-haut, monsieur? Non. Il faudrait continuer l'enquête, en fait. Recommencer l'enquête et revenir et approfondir. Alors, monsieur, je vous avais sur pas cette vu. question-là, ce qui est et ensuite, Jacques Bernstein. Ma question porte également sur le ressenti, mais cette fois-ci entre les pilotes entre eux. En 2013, il me semble, le Pentagone avait émis l'idée de sortir une médaille pour récompenser les pilotes de drones, et le projet avait été complètement abandonné face au tollé que ça avait suscité au sein de l'armée américaine. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez pu approcher, notamment au cours de vos recherches en contact avec les pilotes de chasse, approcher le ressenti qu'avaient les pilotes de chasse, notamment envers les pilotes de drones. Concrètement, est-ce que si aujourd'hui une médaille pour les pilotes de drones sortait au sein des armées, quel serait le ressenti en fait pour un tel projet? Ouf. Les pilotes de drones que nous avons rencontrés sont tous des pilotes de chasse qui ont piloté des avions de chasse et probablement pour la plupart d'entre eux qui en piloteront encore après et qui avaient bien à cœur de rester abonnés pendant le temps de leur détachement dans cet escadron de drones. Donc ça voulait dire être abonné, ça veut dire maintenir sa qualification sur son avion. Voilà, donc cela étant dit, bien évidemment que à l'époque encore, ça a pu changer un peu depuis. En tout cas, ça faisait pas rêver d'aller piloter un drone. Ça faisait pas rêver, c'est sûr. On y allait soit parce que c'était l'occasion peut-être de commander un escadron, soit parce que c'était un moment où, sur le plan médical, on n'était plus, on pouvait plus piloter. Enfin, il y avait toujours un peu des raisons. J'en ai rencontré peu qui ont demandé et ont voulu aller dans l'escadron de drone. Peut-être que c'est devenu le cas aujourd'hui, parce que ce sont des missions intéressantes, parce que c'est une technologie qui est employée sur les théâtres d'opération, parce que et parce qu'aujourd'hui ils sont armés. Donc ça a pu changer. Ça a pu changer. Encore une fois, j'aimerais bien prolonger cette enquête et effectivement la question de l'armement des drones change probablement des choses. Et j'ai bien conscience que c'est une lacune que j'ai là aujourd'hui. Voilà. Jacques. Merci. Les images que vous nous avez montrées montraient des pilotes de drones qui étaient assis devant des écrans, un peu à la manière des jeux vidéo. L'évolution technologique fait que les jeux vidéo évoluent vers à plonger le joueur dans une réalité virtuelle qui lui donne un envie, qui le plonge réellement dans l'action. Et y a-t-il, dans le développement des drones, une tendance qui est la même? Y a-t-il un intérêt pour l'aspect psychologique des pilotes? Réalité virtuelle. C'est très intéressant et c'est vrai que c'est frappant parce que les cockpits de drones tels qu'on les voit là,
ils sont un peu vieillots. Ça fait vraiment... Bon, alors il faut que ce soit solide, transportable, c'est dans des containers, hein, finalement. Voilà, et donc il faut que ce soit résistant. On sent que c'est de la bonne grosse techno. On n'est pas dans les casques de réalité virtuelle. C'est sûr. Est-ce que les constructeurs se tournent vers ça? Sans doute, il y a des... Sans doute. Oui, mais à ce moment-là, ça ferait la liaison avec ce que tu disais, de la nécessité finalement d'avoir un contact physique avec, même virtualisé, même reconstitué avec la guerre ou avec l'action, comme les simulateurs de vol pour un pilote. C'est ça. Là, le pilote, il pilotait, alors à l'époque, ce que j'observais surtout, c'était le harfang, il pilotait au clavier. Vous voyez? Pour dire comme on était loin. On est loin. Bon, sur Reaper, il a un manche quand même. Mais il pilotait au clavier. Donc il n'y avait pas beaucoup d'efforts, on va dire, et de considération pour cette dimension-là des choses, c'est sûr. En tout cas, c'est... Moi, j'avais une dernière question. Alors, c'est un peu un contre-pied, parce qu'évidemment, tu n'es pas venu du tout pour parler de chirurgie robotique et des problèmes médicaux. Mais alors, moralement, toi qui fais des enquêtes sociologie, donc c'est un tout autre milieu, il s'agit de sauver plutôt la vie des gens, pas de leur enlever ou pas de les viser, mais est-ce qu'il se trouve, du fait de la technologie, confronté au même type de problèmes moraux, psychologiques, éthiques, où il n'y a aucune comparaison, ou au contraire il y a des éléments pareils, de se sentir dominé par la technologie, ou au contraire non, tout va bien, quoi. C'est la guerre qui d'une certaine manière crée toutes ces répercussions sur l'homme avec ses évolutions, alors que si on basculait dans un tout autre domaine, non, la finalité étant jugée positive. Dans les deux cas, il est question de vie et de mort, c'est vrai. Et la petite histoire est la suivante. Ce robot chirurgical, qui est aujourd'hui le Da Vinci, hein, mais qui avait eu des ancêtres, ce robot chirurgical qui est en fait un télémanipulateur, c'est pas du tout un robot, comme le drone n'est pas non plus un robot. Hein, il s'agit d'un outil qui permet d'opérer à distance. La première opération a eu lieu, enfin la première mondiale a été faite par un Français, le professeur Maresco, qui a opéré une patiente à Strasbourg d'une vésicule biliaire, une opération très très banale. Il l'a opérée depuis New York. Évidemment, l'opération était simple. Ce qui était difficile, c'était la liaison de données. C'est ce que je répondais tout à l'heure à Hervé de Révillon. C'est-à-dire que là, on n'est pas à 3 secondes près dans une opération chirurgicale. Il faut que le geste du chirurgien, il ait un retour non pas sensoriel, mais par l'image visuelle, de l'ordre du millisecond, hein, parce qu'il ne peut pas pousser son geste au-delà de ça. Et l'histoire est intéressante parce que ce robot chirurgical, il a d'abord été imaginé pour qu'on puisse, par la DARPA, hein, pour qu'on puisse opérer les soldats blessés sur les champs de bataille sans mettre en danger, et qu'ils soient opérés par les meilleurs chirurgiens du pays sans que ces chirurgiens n'aient à risquer leur peau sur le champ de bataille. Donc, il y a ainsi de suite beaucoup de points communs, et les pilotes et les chirurgiens sont deux communautés qui se regardent et qui s'observent et qui se reconnaissent, beaucoup de points communs. Merci Caroline, merci beaucoup pour cette conférence. Je vous dis à la semaine prochaine, et nous on va faire notre